Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce cours que je me réjouis beaucoup de partager avec vous. C'est un cours dans lequel vous allez découvrir les bases ou les clés, les portes d'entrée dans le tarot pour vous approprier vous-même ce magnifique outil. Peut-être aussi pour mieux comprendre, si vous me suivez déjà de temps en temps sur Instagram lorsque je fais les lectures de tarot, pour mieux comprendre par quel chemin je passe pour interpréter ces cartes. Et avec ces bases, vous allez déjà pouvoir vraiment vous approprier cet outil, l'utiliser pour vous-même et faire de belles expériences. Et puis, ça vous donnera peut-être aussi l'envie d'approfondir et d'aller plus loin avec cette démarche. Donc, le tarot, un miroir qui vous est tendu pour accéder à votre intuition et pour mieux vous connaître. Je parle de miroir parce que vraiment, j'ai cette idée d'un tarot qui est là pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous. Alors, première question qui se pose, c'est d'où vient le tarot? Personne ne sait d'où vient le tarot. Personne ne peut remonter aux origines de ce jeu parce que ces origines se perdent dans, dans le temps. Il y a plein d'hypothèses qui ont été faites, des hypothèses farfelues, des hypothèses historiques, des hypothèses fondées, mais aucune de ces hypothèses ne peut être complètement démontrée. Peut-être que le tarot a été créé au XVe siècle au sud de la France, dans le contexte des persécutions contre les Cathares. C'est une des hypothèses. C'est notamment celle que défend Jodorowsky. Moi, je l'aime bien. Mais c'est surtout une hypothèse qui vient du fait que l'imagerie qui est dans le tarot se retrouve dans beaucoup d'œuvres artistiques de cette période et semble correspondre à cet endroit aussi. C'est une hypothèse qui vient aussi du fait qu'on trouve dans le jeu de tarot les influences très claires des trois grandes religions monothéistes. Il y a des images et des symboles qui sont clairement issus du christianisme, mais il y a aussi des parallèles avec le judaïsme et notamment un parallèle avec les lettres de l'alphabet hébreu. Et puis il y a des motifs qui sont clairement influencés par l'art islamique. Une autre chose qui ressort très fort du tarot et qui apparaît presque au premier regard, c'est une dimension critique dans le tarot. C'est pas juste reprendre les images des grandes religions monothéistes et spécialement du christianisme, mais il y a une dimension critique par rapport au patriarcat et à la religion dominante. Et je dis ça parce que dans un monde qui était dominé par des images masculines et une église qui mettait en avant le Christ, le Père, etc. Et puis bien sûr, il y avait la Vierge Marie, mais quand même dans un rôle effacé, eh bien, on a une femme à la place du Christ. On attendrait dans l'arcane 21, le monde, l'aboutissement du voyage, on attendrait une image du Christ. Il y a une femme. Il y a un pape, mais il y a aussi une papesse. Il y a un empereur, mais il y a aussi une impératrice. Et si vous regardez les archétypes présentés dans les arcanes majeures, les 22 arcanes majeures, vous avez autant d'archétypes féminins que d'archétypes masculins qui viennent de différentes influences. Et ces influences, il y a l'influence chrétienne, l'influence des monothéismes, mais il y a aussi des influences populaires et païennes. Vous avez clairement des secrets qui se cachent derrière les images religieuses et des références dans les images qui sont présentées dans les arcanes majeures à des pratiques qui étaient interdites par l'Église et qui viennent se cacher là-dessous. Par exemple, vous avez l'image du diable qui ressemble beaucoup à une représentation qu'on trouve dans l'art babylonien de la déesse Inanna. Vous avez des références à des pratiques magiques, à des pratiques de paganisme, etc. Il est clair que dès le début, le tarot a été utilisé pour jouer, simplement pour jouer, comme on joue à la belote ou au yas, etc. Mais il a aussi été utilisé pour la divination et il a été utilisé pour l'ésotérisme. Il y avait un usage, par exemple, des 22 arcanes majeures pour montrer un petit peu le chemin de l'âme à travers l'expérience humaine, qu'on retrouve d'ailleurs dans le tarot. Ce qu'on peut dire du tarot, c'est qu'il est une création collective. Certainement qu'il y a deux ou trois jeux ou plusieurs influences qui se sont rassemblées à un certain moment, qui se sont réinterprétées, qui se sont réécrites.
les dessins ont évolué, ils ont été recopiés, ils ont été modifiés. Donc, c'est une création collective qui s'est faite sur des années, sur des siècles même. Et de ce fait-là, on peut dire que le tarot, c'est une création non pas d'une personne, mais de l'inconscient collectif de l'humanité. Et dans ce sens-là, elle fait partie du trésor spirituel de l'humanité. Et entre parenthèses, c'est quelque chose qu'on peut dire de tous les grands textes sacrés, hein. La Bible, par exemple, n'a pas été écrite par un auteur. Elle est une collection de textes qui se sont combinés, qui ont été réécrits, qui ont été recopiés. Et il n'y a pas une ligne de la Bible qui peut être attribuée à un seul auteur. Partout, il y a cet aspect de création collective. Et c'est le cas de tous les grands textes sacrés. Quel jeu choisir quand on veut apprendre à tirer le tarot? Le jeu d'origine, je vous le montre avec ma petite flèche, c'est le tarot de Marseille. C'est la base. C'est les motifs les plus anciens, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des motifs plus anciens encore avant, mais en tout cas, c'est les motifs tels qu'ils nous ont été transmis. Puis après, vous avez tous les autres tarots qu'on trouve dans les magasins. Il y a avec chaque fois des images très différentes. Vous avez ce Rider-Waite là, qui est la première interprétation qui a été faite du tarot de Marseille à la fin du 19e siècle par des ésotéristes. Euh, et puis, vous avez toutes ces déclinaisons qui ont été faites après par toutes sortes d'artistes. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les autres tarots sont toujours des commentaires, des interprétations, on peut dire, du tarot de Marseille de base. Donc, ils sont très utiles, ils sont enrichissants, ils amènent des éléments supplémentaires et souvent, ils choisissent une interprétation parmi toutes les interprétations possibles du tarot de Marseille, qui, dans ma pratique, à mon sens en tout cas, est celui qui offre la plus grande variété de possibilités d'interprétation. Ce qui est important quand vous choisissez un jeu de tarot, c'est que vous trouviez et que vous choisissiez celui qui vous appelle, celui qui vous correspond. Divination ou introspection sacrée. J'ai introduit ce cours en disant le tarot est un miroir qui nous est tendu pour nous aider à mieux nous connaître. On utilise souvent le tarot avec une perspective de divination et c'est souvent ce qui attire les gens et ce qui nous attire vers le tarot, hein. Comprendre les forces à l'œuvre pour essayer de deviner l'avenir, pour essayer d'avoir de l'aide, pour prendre des conseils, pour savoir comment faire, comment s'orienter. Et c'est vrai que le tarot nous aide à comprendre ce qui est à l'œuvre en ce moment en nous et autour de nous. Et de ce fait-là, il nous donne réellement des indications très précieuses pour l'avenir. Par contre, il y a toujours quelque chose qui est délicat avec la divination, c'est qu'elle peut très vite enfermer, hein. Attention aux prédictions, hein. Attention aux prédictions qui vont figer quelque chose, qui vont souvent impliquer aussi que la personne qui lit le tarot pour vous prend le pouvoir sur vous et vous impose quelque chose, et puis qui fait qu'il y a quelque chose de figé, qui peut à un moment donné nous enfermer et même nous faire du mal, hein. Moi, j'aimerais vous inviter à aller plus loin que la simple divination. La beauté du tarot, c'est de nous tendre un miroir. Et un miroir, c'est quelque chose qui nous aide à nous voir nous-mêmes, à mieux nous connaître. Mieux nous connaître, c'est connaître nos ombres et nos lumières, c'est nous relier à notre intuition. Moi, je pars de l'idée, quand je lis le tarot avec quelqu'un, que cette personne sait ce qui est bon pour elle. Mais en fait, elle a perdu l'accès à ce savoir. Parce que notre intuition, elle est tellement souvent couverte et embourbée par tout notre discours intérieur, toute notre éducation, toutes les critiques sur nous-mêmes, tous les doutes sur nous-mêmes, toutes les culpabilités, toute la peur de notre propre pouvoir qui se sont petit à petit construits en nous au fur et à mesure des expériences de la vie, de l'éducation, de l'influence de la culture, de l'influence de la religion souvent, et qui font qu'on a de la peine à faire confiance et à discerner, hein, à comprendre quelle est vraiment notre intuition. Le tarot peut nous aider à retrouver une connexion avec notre intuition et à retrouver une intimité avec notre sagesse intérieure. Et c'est en cela que le tarot peut devenir vraiment un outil privilégié, parmi d'autres, hein, mais un outil au service de ce que j'appelle moi une démarche d'introspection sacrée. L'introspection sacrée, c'est pas seulement l'introspection psychologique pour résoudre nos problèmes et aller mieux, mais c'est se connaître toujours plus,
se réconcilier toujours plus avec qui nous sommes, redécouvrir notre partie divine, redécouvrir nos ombres et nos lumières, nous connaître sous le regard du grand mystère. Et ça devient une expérience extraordinaire, une aventure. C'est quand on entre dans cette démarche, on commence à faire de nos vies une aventure spirituelle, un chemin initiatique, une démarche alchimique de transformation. Et c'est à cela que le tarot nous invite, à considérer notre existence comme un grand voyage initiatique, un chemin de transformation et d'individuation. Et c'est en cela que c'est un outil magique et magnifique que j'aime partager avec les gens parce que c'est un outil qui nous remet en contact avec notre puissance, avec notre lumière, avec notre étincelle divine. Alors, quelle est la structure de base du tarot de Marseille? Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes et ces 78 cartes se divisent en quatre grands ensembles. 22 arcanes majeurs, je vous les montrerai tout à l'heure, qui sont dans le tarot de Marseille vraiment des images, des figures qui parlent vraiment et qui représentent les grandes énergies qui sont à l'œuvre, les grandes étapes du voyage de l'âme, les grandes invitations de l'univers, les grands tournants, les grands appels. Hein. Et puis vous avez 4 fois 10 arcanes mineurs qui ne sont pas représentés par des images, qui sont représentés par des symboles, les symboles des bâtons, des épées, des coupes et des deniers, numérotés de 1 à 10. Et ces arcanes mineurs vous parlent alors des énergies à l'œuvre au quotidien, de ce que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours et qui est tellement important pour notre évolution spirituelle. Et puis vous avez finalement les figures, 4 fois 4 figures, ou honneurs, les valets, reines, rois et chevaliers, dans les 4 couleurs que je vous ai présentées juste avant. Et ces 4 fois 4 figures parlent plus des énergies ou des personnes qui viennent à votre rencontre ou qui vous invitent en ce moment. Et tout ensemble, arcane majeur, arcane mineur et figure, représentent, on pourrait dire, un peu les briques du réel, les divers états de l'énergie qui est à l'œuvre dans nos vies. Vous voyez, vous avez là-dedans 78 cartes qui se combinent un peu comme des pièces de Lego pour montrer, raconter, ouais, raconter, c'est le meilleur mot, toutes les étapes possibles de notre voyage de l'âme, de ce chemin de transformation, de ce chemin d'individuation, de ce chemin de transformation alchimique qui, que doivent être nos vies, que sont nos vies, que nous le sachions ou non d'ailleurs. Alors les arcanes majeures, les grandes énergies qui sont à l'œuvre, les grandes étapes du voyage de l'âme, les grandes invitations de l'univers. Le premier arcane majeur, c'est le mat, aussi appelé le fou, qui est le seul qui n'a pas de numéro. C'est pour ça qu'on dit que c'est le numéro 0. C'est celui qui va se mettre en route. Et quand vous tirez cet arcane du mat, eh bien, c'est un arcane qui parle d'une énergie qui n'est pas encore déterminée, mais qui dit, ben, il y a une invitation à se mettre en route dans quelque chose de nouveau. Il y a une invitation à larguer les amarres et à se mettre en route dans une nouvelle étape de vie et une énergie indéterminée qui va trouver sa forme. Mais il y a quelque chose de très très fort dans cet arcane du mat parce qu'il dit c'est le moment de se mettre en route. Et puis ensuite, vous avez les 10 premiers arcanes majeurs. Vous voyez, vous avez de 1 à 10, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite et la roue de la fortune, qui parlent de la première étape de notre voyage de l'âme, qui correspond souvent à la première étape de notre vie, peut-être jusqu'à 40 ans, en tout cas, cette étape dans laquelle on construit notre moi, notre existence terrestre en relation avec les autres. On construit notre vie matérielle, notre sécurité financière, on choisit notre métier, on choisit notre conjoint, notre partenaire, on choisit notre profession et on construit notre carrière, on évolue dans un statut professionnel, dans un statut face aux autres.
On développe nos talents, nos savoir-faire, nos compétences et on développe nos relations. Et c'est une première étape tellement importante parce que cette construction de l'ego, on peut dire, eh bien, elle est vraiment une étape nécessaire pour aller plus loin dans une dimension de spiritualité et d'ouverture. Et elle est une étape où il y a beaucoup, beaucoup de choses très importantes qui vont se passer et qui vont avoir un impact sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre spiritualité. Et puis vous avez, ah oui, puis vous voyez que c'est cette première étape, sauf le dernier arcane, eh bien, ce sont toujours des personnages, bien sûr de l'époque, hein, avec ses atours moyenâgeux, mais des personnages reconnaissables dans des situations qui sont assez proches de la vie réelle. Vous avez éventuellement la justice qui a une dimension un petit peu archétypale, mais néanmoins, c'est un personnage qui est là, qui vous fait face. Et puis regardez la deuxième série, les 10 suivantes arcanes majeures, qui parlent de la deuxième étape du voyage de l'âme, la force, le pendu, l'arcane sans nom, qu'on appelle souvent facilement la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Et cette deuxième étape du voyage, qui peut correspondre à la deuxième étape de notre vie, mais bien sûr tout s'entrecroise, il y a des choses du voyage intérieur que nous vivons déjà dans notre adolescence, puis d'autres qui vont nous attendre plus longtemps. Mais cette deuxième étape du voyage de l'âme, c'est le voyage intérieur. C'est toute cette partie de notre existence où nous allons aller à la rencontre de nos ombres, nous allons prendre conscience et développer notre intimité avec nos émotions, notre intuition, nous allons découvrir notre vocation, nous allons vivre des bouleversements parce que c'est souvent à travers les bouleversements que nous accédons à ces dimensions profondes. Et puis, c'est une étape de notre voyage dans laquelle on parle d'éveil, on parle d'ouverture à la spiritualité. Et bien sûr, vous voyez que ce sont des figures beaucoup plus archétypales, beaucoup plus mythologiques ou mythiques que la première étape. Et il y a tout un aspect dans la deuxième étape du voyage qui va aussi impliquer le bouleversement, la remise en question, l'ébranlement de certaines certitudes que nous avons construites pendant la première étape du voyage. Il était bon de les construire, mais vous savez comment c'est, à un moment donné, on construit des choses qui nous mettent en sécurité, et puis on peut devenir enfermé dans ces choses quand elles ont fait leur temps, puis qu'on n'arrive pas à en sortir. Donc cette deuxième étape du voyage, elle représente aussi un aspect de bouleversement, mais pour accéder à une dimension plus profonde de notre humanité. Les arcanes majeures se terminent par l'arcane 21, le monde, qui est vraiment le bout du voyage. L'être humain accompli au terme du voyage, l'être humain qui a fait son chemin, qui a construit son ego, sa sécurité, sa relation avec lui-même, les autres, la terre, le monde, la spiritualité, et puis qui s'est laissé aussi remettre en question et qui est allé à la rencontre de son monde intérieur, de ses ombres, de ses lumières, de ses émotions, et qui, arrivé au terme de ce voyage, peut dire, voilà, il y a une étape qui est accomplie. L'être humain accompli, l'âme qui a tiré toute la leçon de son cheminement spirituel et qui arrive au terme du voyage, représentée par une femme qui est entourée des 4 éléments et qui intègre toutes les leçons qu'elle a apprises étape après étape dans son chemin de vie. Bien sûr, ça parle de la fin de l'existence, mais ça parle aussi de la fin de chaque étape de nos vies, hein, parce que nos vies sont faites de plusieurs étapes. En fait, moi, je pourrais dire que j'ai eu plusieurs vies, hein, et chacune de ces vies donne naissance à une nouvelle étape de vie ou à une vie nouvelle dans laquelle je vais découvrir de nouvelles choses et poursuivre mon chemin d'évolution, mon chemin d'individuation, mon chemin de transformation. Et puis après les arcanes majeures, vous avez les arcanes mineures que vous voyez représentés ici, hein, les coupes pour la symbolique de l'eau, les deniers pour la symbolique de la terre, les bâtons pour la symbolique du feu et les épées pour la symbolique de l'air, les énergies qui sont à l'œuvre au quotidien, numérotées de 1 à 10. Et pour interpréter
ces arcanes mineurs, vous voyez, pour interpréter les arcanes majeures, c'est vraiment les motifs qui sont représentés, qui vont nous donner les clés d'interprétation. Pour les arcanes mineurs, on va avoir la symbolique des chiffres de 1 à 10, une forme de numérologie très simple, et puis la symbolique des 4 couleurs. Et on va combiner ces deux symboliques pour donner une interprétation à chacune des cartes. Vous avez la symbolique des 4 couleurs, où l'eau parle des émotions ou des relations, ou et, hein, émotions ou et relations. Vous avez le denier qui parle de la terre, qui symbolise l'argent, la carrière, la santé. Vous avez le bâton qui symbolise le feu, créativité, sexualité, spiritualité, esprit d'entreprise, projet. Et puis vous avez l'épée qui parle de l'air, les pensées, les jugements, les raisonnements et la communication. Et puis vous avez cette symbolique des chiffres, symbolique des nombres de 1 à 10, dont je ne vais pas m'arrêter beaucoup, mais vous pourrez revenir sur le diapo pour voir que chaque chiffre représente une étape dans la progression. Alors d'abord, vous avez les chiffres pairs et les chiffres impairs. Tous les chiffres pairs, elles parlent de stabilité, d'équilibre, de sécurité, mais peuvent aussi parler de stagnation, de blocage, de passivité. Et puis vous avez les chiffres impairs qui, eux, parlent d'évolution, de passage, de dynamisme, et puis qui peuvent aussi parler d'instabilité, de défi, de danger. Les chiffres pairs parlent de s'installer dans un équilibre et les chiffres impairs parlent d'une invitation à faire une transition vers le niveau supérieur. Et vous voyez qu'il y a une évolution. Les chiffres impairs, ils vont toujours avoir cette pointe qui pointe vers le haut, hein, vous voyez, qui indique qu'il y a une invitation à passer au niveau supérieur. Puis les chiffres pairs, ils vont toujours avoir cet équilibre, hein, où ils sont ouverts sur tous les côtés, avec cette dimension d'un équilibre qui est une sécurité, qui est une leçon qu'on a apprise, mais qui peut aussi à un moment donné nous enfermer. Et vous voyez l'évolution qui va du petit point en passant par le triangle, le carré, puis au fur et à mesure de l'évolution du chemin de l'âme, eh bien, le motif devient de plus en plus complexe, de plus en plus harmonieux, de plus en plus riche et évolue vers le cercle qui est le symbole de l'accomplissement. Vous avez le 1 qui parle de graines, tout le potentiel est là, mais en même temps, ce n'est pas encore manifesté. Vous avez le 2 qui est un trait et qui parle de gestation, d'accumulation en vue de l'action. On n'est pas encore dans l'action, mais il y a vraiment la possibilité de l'action qui se prépare. Et puis vous avez le triangle, qui est la première expression, c'est le 3, la première expression de l'énergie, la première action dans le plan qui parle de création ou de destruction. Puis le 4, symbolisé par le carré, stabilité du carré, ancrage, premier équilibre solide, et puis bien sûr le risque de stagnation si on s'y installe trop longtemps. Le 5, qui est le premier défi posé au carré, qui invite à passer du niveau terrestre de l'humain au niveau céleste de l'humain, passer à un équilibre supérieur, plus subtil, plus riche, plus proche de la plénitude du cercle. Le 6, qui est un nouvel équilibre très très beau, très harmonieux, qui parle d'harmonie, de guérison. Le 7, qui vient défier ce 6 pour dire ne t'installe pas là-dedans, va plus loin. Et c'est un chiffre qui symbolise un défi interne, une forte action dans le monde et la dernière étape du niveau humain avant de s'ouvrir vraiment à une dimension de spiritualité beaucoup plus importante. Le 8, qui alors montre un équilibre presque parfait, très complexe, très riche, très harmonieux, très proche du cercle, beaucoup de réceptivité, et puis en même temps peut-être la rigidité d'avoir quelque chose qui est tellement beau qu'on voudrait plus le quitter. Le 9, qui vient installer un petit déséquilibre qui est assez subtil, mais qui dit la ligne d'arrivée est proche, il ne faut pas s'installer dans l'étape du 8, il y a encore un petit bout à faire, ça vaut la peine de mobiliser l'énergie pour se remettre en route. Et puis le 10, qui parle de fin d'un cycle, d'une leçon apprise, de quelque chose qui s'est vraiment construit, qui a trouvé sa place et qui va maintenant permettre le niveau suivant, c'est-à-dire le début d'un nouveau cycle. Et on est dans des cycles
qui s'entrecroisent, qui se recoupent, qui se déploient, qui continuent. Et puis vous avez à la fin les figures ou les honneurs qui parlent d'énergie ou de personnes qui viennent à votre rencontre ou qui vous invitent en ce moment. Et pour interpréter les figures et les honneurs, eh bien, on reprend de nouveau la symbolique des éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et puis, on rajoute cette symbolique des valets. Vous voyez ici les valets d'épée, les reines, les valets vous voyez tous les valets, le valet de coupe, le valet d'épée, le valet de denier, le valet de bâton. Vous voyez ici toutes les quatre reines, les quatre rois et les quatre chevaliers. Le valet qui parle d'enfance, de début, d'apprenti, hein. Le valet qui symbolise le, le- le début dans la couleur, le manque d'expérience. Tout est à découvrir. Donc il y a en même temps cette excitation, cette curiosité, cet esprit ouvert du débutant. Et puis il peut y avoir le doute, le manque d'expérience qui fait qu'on a un petit peu peur de s'engager parce qu'on a l'impression qu'on a tout à apprendre, mais en même temps ça fait un petit peu peur. Ça peut être la peur un peu de la page blanche. Vous avez la reine qui est là installée sur son trône, qui habite sa couleur, qui a déjà compris la leçon, qui a une grande autorité et qui a compris la leçon de sa couleur et qui est à fond dedans. Vous avez le roi qui règne sur sa couleur, qui a compris la leçon, puis qui y voit déjà plus loin. Et puis vous avez le chevalier qui est envoyé par le roi, qui est un messager, qui est un serviteur et qui porte le message de sa couleur vers un nouveau cycle, vers une nouvelle couleur. Et vous combinez ça donc avec la symbolique de chaque couleur. Alors, je vais terminer en vous faisant une lecture de tarot. Comme ça va vous illustrer tout ce que je viens de vous dire. Et puis, je vous dis déjà que si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez m'écouter tous les dimanches. Je fais une lecture de 3 cartes de tarot qui illustrent tous ces principes et qui va vous aider à vous familiariser avec tous ces principes. Vous trouvez ça sur Instagram chaque dimanche, @Marc-Henri Sando, hein, c'est facile de me trouver sur Instagram. Vous pouvez aussi aller sur mon site où j'ai enregistré une petite vidéo d'1 minute. C'est assez ludique, c'est assez facile à utiliser pour chaque arcane majeur. Et ça va vous aider à comprendre et peut-être aussi vous parler, hein, parce qu'il y a des synchronicités, même si c'est des choses enregistrées. Tout d'un coup, vous allez à un moment donné cliquer sur l'arcane majeur, un tel qui vous intrigue, et vous allez découvrir qu'il y a un message qui vient vous parler pour aujourd'hui. Le message des arcanes majeurs pour vous, 1 minute de vidéo pour chaque arcane majeur. Et puis, vous pouvez participer et vous inscrire, si vous le souhaitez, à ma formation en ligne que j'appelle Connaître le tarot et se connaître avec le tarot, l'introspection sacrée. Chaque fois que j'ai 3 ou 4 personnes inscrites, parce que j'aime faire ça avec des petits groupes, eh ben, je commence une nouvelle volée du cours. Il y a déjà eu 3 volées qui ont eu lieu. C'est chaque fois une belle opportunité de découvrir le tarot et de le pratiquer ensemble. C'est un cours où vous avez 7 leçons en direct les mercredis de 20h à 22h. Je vous donne 5 supports de cours avec vraiment la description de tous les arcanes et toutes les bases théoriques nécessaires. Et puis, ce qui est surtout important dans ce cours, parce que les bases théoriques, ben, je dirais que c'est facile de les trouver en allant lire ou comme ça, mais c'est de pratiquer ensemble. Et vous allez avoir, dès que la théorie est bien en place, euh, pendant une bonne partie des leçons, nous allons faire de la pratique sous supervision. Vous allez faire des tirages pour vous-même, donner des tirages à vos collègues de cours, recevoir des tirages de leur part. Sous ma supervision, je vais vous aider à réfléchir sur ce que vous allez trouver dans les tirages et vous verrez que c'est très, très intéressant pour vous lancer dans cette pratique du tarot. Et puis, il y a un forum dans le cadre du site, juste pour vous, hein, privé, qui vous permet aussi d'interagir, de poster des photos de vos tirages, etc. Voilà, c'est très riche. Et j'enregistre chaque leçon aussi. Si une fois il y a une leçon à laquelle vous ne pouvez pas assister pour une raison ou une autre, vous pouvez le suivre à travers l'enregistrement. Et n'hésitez pas, écrivez-moi si vous avez la moindre question ou si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente pour la prochaine volée du cours en ligne. C'est facile, marc-henri@marc-henrisando.com. Alors, restez avec moi parce que je vais maintenant arrêter le partage d'écran et vous faire une lecture de tarot pour vous donner cette illustration.
de qu'est-ce que ça peut donner. Chaque fois que je fais une lecture de tarot, j'ai une intention. Alors, mon intention pour cette lecture-là, bien sûr, c'est de vous faire une démo. Mais c'est aussi que cette lecture, d'une manière mystérieuse, puisse venir rejoindre peut-être l'un ou l'une d'entre vous d'une manière particulière, peut-être plusieurs aussi. Un élément très important qu'on découvre quand on commence à pratiquer le tarot, c'est la synchronicité. Et la synchronicité, elle va au-delà du moment présent et du temps. Elle peut aussi se manifester à travers un enregistrement. Et il est tout à fait possible que l'une ou l'un d'entre vous, en entendant ce tirage, eh bien, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui lui parle particulièrement par rapport à votre situation du moment, par rapport à une question que vous avez, par rapport à un besoin que vous avez. Donc, je vais faire un tirage général de 3 cartes avec vraiment cette idée un petit peu, ben voilà, qu'est-ce que l'univers peut avoir à nous dire? Et puis en même temps, un tirage qui vous aide à, à comprendre comment ça se passe, comprendre comment ça marche. Et encore une fois, sur Instagram, ou sur Facebook, vous pouvez me rejoindre et tous les dimanches assister à ce tirage de tarot qui va vous permettre aussi d'apprendre beaucoup, hein, puisque je le fais de manière à ce que ce soit aussi un peu didactique. Il y a aussi une chaîne YouTube sur laquelle je poste le même tirage. Voilà, je finis de mélanger mon jeu et je vais le poser sur mon petit tapis de lecture. Je coupe, j'ai le jeu comme ça. Et je tire la carte qui est sur le paquet, qui va nous dire quelles sont les énergies principales ou le message principal que que je vous adresse. C'est l'as de coupe. As, c'est un nouveau commencement. C'est le un. C'est le chiffre qui dit, c'est très puissant quand on tire un as, hein. C'est un chiffre qui dit maintenant il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer. Peut-être qu'il y a un certain appel à quelque chose de nouveau. Et la coupe, c'est le domaine des émotions ou des relations. Alors, mon interprétation, puisque je tire cela en rapport avec ce cours de tarot que je donne, mon interprétation, c'est qu'il y a pour vous dans le tarot, vous qui écoutez en ce moment, quelque chose qui va vous permettre de démarrer une nouvelle expérience, une nouvelle découverte, une nouvelle étape de votre cheminement de vie en rapport avec le monde émotionnel. Il y a à travers le tarot une intimité émotionnelle que vous pouvez découvrir parce que en tirant le tarot, eh bien, ce miroir va souvent nous mettre en contact avec des émotions que souvent par notre éducation, par notre culture, parfois par notre suicitude, nous avons plutôt pris l'habitude de réprimer, de mettre de côté, de mettre à l'écart, hein. Nous sommes souvent pas très à l'aise avec toute une partie de notre monde émotionnel. Il y a dans le tarot un chemin vers l'intimité émotionnelle et cet as de coupe dit, eh bien, il y a une invitation à explorer cette intimité émotionnelle pour vous-même. Je tire maintenant la deuxième carte, celle qui vient après, qui vient compléter la première, qui parle un petit peu de l'énergie qui est sous-jacente à cette énergie principale. C'est l'amoureux. L'amoureux, c'est un arcane majeur. Ça veut dire qu'il y a un grand appel, une grande leçon. L'amoureux parle de faire des choix guidés par l'amour. L'amoureux parle de faire des choix et nous dit que pour faire le bon choix, pour faire le choix guidé par l'amour, nous devons être connectés, alignés avec ce qu'il y a vraiment de plus important au fond de nous-mêmes. Nous devons être centrés, capables de savoir vraiment ce qui est bon pour nous et de faire des choix en fonction de cela. Et souvent, nous nous faisons tromper dans nos choix parce que nous ne sommes pas en contact avec notre centre. Nous n'avons pas vraiment conscience de ce qui est vraiment bon pour nous, hein. On voit ça dans les choix amoureux. Trop souvent, notre choix de partenaire amoureux est dicté par des refoulements, des choses inconscientes qui font qu'on choisit parfois presque le partenaire qui va nous faire du mal. C'est une expérience que probablement chacune, chacun
a fait une fois ou l'autre, on est attiré vers une personne pour les mauvaises raisons. Mais pourquoi? Très souvent parce que nous n'avons pas été à la rencontre des blessures, des complexes, des sillons tracés en nous par notre éducation et qui Jung disait qu'il y a en nous des choses inconscientes et ces choses inconscientes, quand on ne les accueille pas, eh bien, elles vont se manifester à nous sous forme de destin, hein, de destinée, de quelque chose d'implacable. Et je pense que c'est ça, quand il y a en nous des blessures ou des zones d'ombre que nous ne voulons pas regarder, eh bien, très souvent, ça va nous péter à la figure d'une manière ou d'une autre en nous conduisant dans des choses qui sont pas bonnes pour nous, à répéter des comportements qui nous piègent. Et ces deux cartes vont donc très bien ensemble, hein. Il y a cette intimité émotionnelle à laquelle nous sommes invités, qui va nous permettre de faire des choix qui soient vraiment en accord avec ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et puis je tire la troisième carte, qui est la carte que je trouve sous le paquet cette fois-ci, et qui parle plutôt de l'énergie qui surplombe tout ça, ou qui est peut-être aussi ce vers quoi tout ça va nous mener. Et on a de nouveau un as, donc c'est un tirage assez fort. C'est un as d'épée. L'as, c'est toujours l'invitation à un nouveau chemin. Et l'as d'épée, l'épée, ça parle du mental, ça parle de la réflexion, ça parle de la manière dont nous voyons le monde, ça parle aussi de notre discours intérieur, ça parle de tout ce qui fait que nous arrivons à réfléchir, à juger, à mettre en place un discours cohérent. Et puis, le travers de l'épée, c'est que c'est aussi ce qui nous pousse à critiquer, à, à juger trop vite, à faire du mal avec nos paroles, ou bien à nous laisser piéger par notre discours intérieur, par nos critiques intérieures, par tous les messages toxiques que nous avons internalisés au fur et à mesure de notre développement. Là, cet as d'épée, eh bien, je pense qu'il dit changement de paradigme, changement, nouvelle étape de vie dans laquelle vous êtes appelé à voir le monde autrement, à changer votre manière de réfléchir. Et voilà ce que c'est un beau tirage, c'est un tirage qui parle en fait de ce que fait le tarot, hein. Le tarot vous tend un miroir pour vous mettre en contact avec votre monde émotionnel. C'est là que ça se passe. Quand ça se passe, ça vous permet d'être beaucoup plus aligné avec vous-même et de faire des choix qui sont dictés par l'amour et pas dictés par des forces inconscientes qui vous animent à votre insu. Et ça résulte dans un changement de paradigme. Le monde, vous le voyez différemment. Vous pensez différemment, vous raisonnez différemment, vous allez parler différemment, votre discours intérieur va changer. Et ça, c'est le bienfait d'une démarche de tarot telle que je vous la décris, de l'ordre de l'introspection sacrée. Alors, c'est le moment de conclure ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis vraiment de lire vos commentaires et d'entendre vos réactions, de vous répondre aussi. À bientôt.